Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des CESOPS, le format où j'interviewe des CESOPS pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui c'est Clément Vadi, CESOPS chez Live Mentor. Clément, tu as été intéressé par les sciences, tu as étudié la géologie et l'environnement pendant 5 ans. Après ça, tu as été promu au poste, après 6 mois, tu as été promu au poste de responsable de laboratoire et tu as découvert le monde du management et du développement commercial. Et justement, c'est cette nouvelle responsabilité, ces nouvelles responsabilités t'ont plu et tu as commencé du coup un master en management et stratégie d'entreprise. Et après, tu es passé chez Iconoclast et maintenant CESOPS chez Live Mentor. Donc, Clément, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah écoute, merci pour l'invitation, avec plaisir. Et donc du coup, bon, on a dit que tu es un CESOPS. Du coup, est-ce que tu pourrais rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce que tu fais en tant que CESOP, tes responsabilités? J'ai vu que tu travailles justement donc, avec les équipes relations clients, sales, ADV, CSM. Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? Ouais, carrément. Du coup, effectivement, je suis sur toutes ces équipes-là, donc les sales, les administrateurs des ventes et les customer success support. Et maintenant aussi sur les mentors chez nous, entre guillemets, tous les gens qui vont avoir des relations avec ou les clients ou les élèves apprenants une fois qu'ils sont rentrés en formation chez nous. Pour ces équipes-là, moi je vais travailler sur comment tout simplement améliorer leur quotidien, leur productivité, et voilà, tout ce que je peux faire pour eux, je suis un peu leur couteau suisse. Et du coup, comment t'expliquerais aux personnes qui écoutent le podcast ou qui verront la vidéo sur YouTube ce que fait Live Mentor? Ouais, alors on vend des formations pour entrepreneurs, qui sont sous 4 axes. Donc il y a une bibliothèque de cours, qui sont des cours vidéo que les élèves peuvent regarder quand ils veulent, un peu comme, ouais, voilà, comme ils l'entendent. Il y a des webinaires collectifs, qui vont être très larges. Il va y avoir des choses sur le développement personnel, mais aussi des trucs très bien plus poussés sur les petits pixels Facebook, des choses comme ça. Une communauté auquel ont accès tous les élèves, où on a à l'intérieur tous les élèves qui sont passés par chez nous, qui sont aussi entrepreneurs et qui ont souvent les mêmes problématiques. Donc ils échangent beaucoup sur ce groupe. Et le quatrième axe, du coup, c'est un mentor qui va t'accompagner pendant les 3 mois de formation et qui voilà, est un petit peu comme un associé de début de projet, j'aime bien dire ça, pendant les 3 mois de la formation. Voilà. Et ça, c'est des formations du coup sur l'entrepreneuriat. Donc on a aujourd'hui 13-14 formations qui vont être très généralistes, comme par exemple celles sur le marketing digital, d'autres plus poussées que sur Instagram, sur vendre et convaincre, sur comment financer un projet, voilà, la reprise d'entreprise, il y a différentes choses. Et j'ai vu qu'il y a aussi des cours sur les sales. Ouais, 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 il y a la formation Vendre et convaincre qui est sortie là il y a 2 mois et demi, 3 mois, je pense. Ok. Et du coup, bah, un peu en fait sur ce que tu es en train de me dire, euh, enfin, ma question suivante, ça va être sur la segmentation de vos ventes. Donc j'imagine que vous, c'est plus sur de l'individuel, c'est plus du B2C, j'imagine, au niveau de vos ventes. Ou tu pourrais m'en donner plus de détails sur ça? Ouais, c'est à peu près 95% de B2C. Alors, B2C, B2B, c'est des gens qui ont souvent une Ouais. micro-entreprise, donc on peut dire que c'est du B2B, mais globalement, ils sont tout seuls ou deux, donc ça s'apparente vraiment à de la vente B2C beaucoup plus, ouais. Et du coup, vous avez. Et les 5% restants, c'est quoi ça? C'est il y a pas grand-chose, c'est genre des petites boîtes qui sont en train de se monter. Il y a quelques formations aussi pour des écoles de formation, par exemple des écoles pour devenir coach, des choses comme ça. Mais c'est ouais. Et du coup, bah, tout à l'heure, un peu dans l'intro, j'expliquais bah, tout le parcours que tu as fait parce que du coup, tu es passé de la science à la vente. Et avant, justement, quand tu as commencé chez Iconoclast, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a fait décider à commencer ta carrière en tant que SalesOps? En fait, ça nous a été présenté chez Iconoclast assez succinctement et rapidement. Euh, à l'époque, on nous disait souvent que c'est des gens qui avaient déjà 5, 10, 15 ans de sales qui prenaient ce genre de poste. C'est de moins en moins le cas maintenant. Je pense que c'était effectivement encore le cas il y a 1 ou 2 ans. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et en fait, moi, ça faisait vraiment enfin, c'était tout à fait totalement en corrélation avec ce que j'avais fait un petit peu avant. Dans la géologie, je devais mettre pas mal de process en place pour avoir des suivis qualité et productivité au sein de mes équipes. Et du coup, là, je mets toujours des process en place, mais juste adaptés à un domaine différent. Et si tu- cette question-là, j'ai entendu, comme ce que je disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, euh,
quand tu es passé sur Iconoclast, justement, quand on demandait une métrique sur laquelle tu devais te focus, quelle serait cette métrique? Ça, je sais que pour tous les setups, c'est difficile, mais là, actuellement, c'est quoi la métrique sur laquelle tu te focuses? Je pense que ça va être le nombre de signatures par sales et par mois au global. Parce que du coup, on était à peu près à 30 000 par sales et par mois avant. Là, on est passé à 42 et on faudrait qu'on soit bientôt à 47. Donc du coup, ça c'est une métrique qui moi me parle beaucoup parce que forcément, pour atteindre ces résultats-là, il faut aussi que les sales soient plus productifs et c'est là qu'on va intervenir pour les aider à faire ces chiffres, tout simplement. Quand tu dis, c'est quoi? C'est le volume de vente par mois, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Oui, bah, Ok. pardon, je parlais de signature, mais c'est 30 000 Ouais. euros du coup Ouais, par c'est ce que sales et j'ai, par parce mois. que Ouais, ouais. je pensais que c'était le nombre de ventes, le nombre on va dire de ventes qui faisait exactement, mais ouais, c'est en volume de chiffre d'affaires. Toi, enfin, la question suivante, c'est à quel moment Live Mentor s'est rendu compte du coup qu'il fallait un SalesOps? Toi, t'es arrivé, t'étais le premier SalesOps ou comment ça s'est passé? Ouais, je suis arrivé, j'étais le premier sales ops. Initialement, c'est notre directeur relations clients qui se chargeait de faire les workflows, les process. Sauf que là, il avait du coup des équipes de plus en plus grosses, plus forcément le temps de gérer ça. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait quelqu'un à temps plein. Donc je suis arrivé et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait même qu'on soit plus nombreux sur ce pôle-là. Là, j'ai été rejoint depuis décembre par Loïc, qui est un ancien sales de chez nous qui est passé en ops. Et là, aujourd'hui, on est en train de recruter un stagiaire. On a publié l'offre hier, donc on sera bientôt 2,5. Ouais. D'accord. Et question suivante, donc bah là, tu as commencé à en parler justement. Donc vous êtes deux pour l'instant, bientôt deux et demi. Et, comment elle est structurée aussi l'équipe sales aujourd'hui? Donc tu disais tout à l'heure, tu as les sales, les ADV et les CSM. Ouais, exactement. Donc on a les sales qui vont faire toute la partie du coup qualification des leads, des prospects. Les administrateurs des ventes eux, vont se charger de gérer la partie financement de nos élèves. En fait, aujourd'hui, nos formations sont finançables par plein d'organismes de financement différents, comme le CPF, les différents comptes formation, les comptes au sein des entreprises qui vont être mince, j'ai plus les noms qui viennent, les OPCO, des choses comme ça. Donc ça, c'est une équipe qui va être chargée d'aider les gens, entre guillemets, à faire leur dossier de demande de financement et qui vont ensuite les orders sont validés. Et une fois qu'ils rentrent dans le parcours client, là, ils sont en relation et avec leur mentor et avec l'équipe CSM support, qui est SSM chez nous. Ok, très clair. Euh, Après, on va passer plus sur la partie process maintenant. On va commencer à voir. Bah, c'est plus sur la partie remote, donc télétravail. Qu'est-ce que ça a changé pour ton équipe? Ou est-ce que ça a changé quelque chose de fait d'être passé en remote? Alors forcément un petit peu, je pense que sur les plateaux, il y a tous les commerciaux qui sont ensemble, il y a une espèce d'émulation qui se crée un petit peu quand le collègue à côté a fait une vente, et ben on est aussi content pour lui, mais on se dit mince, du coup il en a fait une de plus que moi, donc il y a cette bonne ambiance entre guillemets assez saine qui se crée et c'est bien. Ça c'est forcément une chose qui manque un petit peu. Ce qui va manquer aussi aujourd'hui avec le remote, c'est forcément quand tu passes des calls ou qu'il y a plein de gens qui passent des calls à côté de toi, tu vas pouvoir être à l'écoute de ce que vont dire les commerciaux à côté, de prendre aussi, de dire tiens, ça a l'air de bien marcher, il le dit quand même souvent, et je trouve ça intéressant, et tu vas du coup prendre un petit peu les best practices de chacun et monter en compétence toi-même. Ça forcément aujourd'hui en remote, c'est quelque chose qui va être plus compliqué. À côté de ça, il y a une politique remote chez LiveMentor qui a toujours été assez flex, où les gens pouvaient très bien de temps en temps passer une journée, 2 jours chez eux à passer leur call, à faire tout ça, donc ça marche quand même bien. Ils ont des daily tous les matins ensemble où ils font un petit récap d'un quart d'heure avec tous enfin, les chiffres qu'il faut faire, les petites mises à jour qui ont été faites, plus des trainings aussi dans la semaine où ils se retrouvent aussi tous ensemble pour échanger. Et là, on commence, nous, de temps en temps, à revenir un petit peu au bureau quand même, par petits groupes. Donc ça n'a pas changé grand-chose, grand-chose. Moi, au niveau de mon boulot, ce que ça a dû changer aussi, c'est qu'on a mis pas mal de petits dashboards, entre guillemets, de suivi un petit peu pour les managers et pour les sales, pour qu'eux puissent aussi avoir du feedback sur où est-ce qu'ils en sont. Enfin, s'ils n'ont pas vu leur manager depuis 2 jours, qu'ils sachent très bien, bah voilà, mon chiffre, j'en suis là, j'ai passé autant de calls, j'ai fait tout ça. Donc sans fliquer les gens, genre juste simplement que eux aient accès à OK, où est-ce que j'en suis dans mon mois et je me manage un petit peu tout seul sur ces KPI là. Ouais. Alors, j'ai quelques questions sur ce que tu viens de dire. La première, ça va être, pour revenir sur ce que tu disais, c'est sur
La partie plateau, justement, le fait de ne plus être tous ensemble, justement, il y a ce manque de motivation. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour contrer ça? Bah, à ce niveau-là, il n'y a pas eu grand-chose de fait, honnêtement. Mais il continue à être ultra productif. Il parle aussi quand même pas mal sur le Slack. Et de toute façon, oui, maintenant, ils commencent à revenir à peu près tous au bureau. Donc, on retrouve un petit peu cet esprit de camaraderie qui les pousse et qui les fait monter en compétence au fur et à mesure. Tu disais que par rapport au call, justement, bah, comme tout le monde est ensemble, normalement, enfin, tu peux écouter ce que quelqu'un dit dans un call. Tu as mis quelque chose en place justement pour pouvoir faire ça à distance? Ou je sais plus, je crois qu'avec Aircall, tu peux réécouter les calls des autres personnes? Ouais, ouais, exactement. Dans tous les cas, il y a toujours les managers qui font des retours sur call au fur et à mesure. Mais donc, je crois qu'ils en ont un ou deux par semaine avec chacun de leurs sales. Donc là-dessus, ils ont quand même du feedback sur ce qu'ils font. Et de toute façon, après, il y a aussi une chose qu'on a changé dans nos méthodes de recrutement. C'est qu'on a des profils qui sont assez différents de ceux qu'on avait avant, du coup, qui étaient plus du coup, des sales plateaux. Et là, on a des gens qui sont beaucoup plus autonomes dans les nouveaux recrutements. On a aussi, entre guillemets, axé nos nouveaux recrutements sur le fait que le remote allait être de plus en plus sollicité. Et sur les dernières questions sur cette partie-là que tu viens de nous donner, c'est sur les dashboards au niveau des KPI que vous traquez, enfin les indicateurs clés de performance. Qu'est-ce que tu traques sur ces dashboards? On va avoir par exemple les stocks de leads par personne en temps réel, en fonction de est-ce que c'est du tout contact, genre un tout nouveau contact, est-ce que c'est quelqu'un qu'on a déjà appelé, quelqu'un qui est à suivre, ok il est à suivre, mais dans quelle case de à suivre il est? Est-ce que c'est un follow-up qui va être très long? Est-ce que c'est un follow-up parce qu'on attend juste un papier? Est-ce que c'est un follow-up parce qu'il avait finalement pas une bonne connexion internet ou alors que son téléphone a truc et ou juste il n'était pas dispo? Donc on a un peu suivi comme ça de tout le pipe de chacun des sales. Les sales ont aussi la visu du coup sur, bah voilà aujourd'hui, voilà les clients que j'ai à gérer en ce moment, voilà qui en est où, qui a reçu quoi, qui a fait quoi. Ça va être le nombre de calls qu'ils ont passé dans la journée. Ils vont avoir le temps aussi qu'ils ont eu au téléphone, qu'ils ont passé au téléphone, parce que du coup il y en a qui peuvent passer 50 calls, mais si personne décroche, c'est pas une métrique qui joue beaucoup. Donc le temps qu'ils ont passé avec les clients, le temps moyen par call, ils vont avoir leur target aussi, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leur target, combien de chiffres ils ont fait aujourd'hui. Donc globalement, ils ont tous leur petit dashboard avec toutes leurs activités pour savoir où ils en sont et comment ils avancent. Voilà. Le cycle de vente, justement, là, pour les formations que vous vendez, c'est à peu près combien de jours? Ça peut être très rapide, hein. On a des gens qui peuvent être appelés le mardi ou le mercredi et rentrer en formation le lundi. Euh, donc ça c'est pour les gens qui souvent savent déjà, enfin tu vois, ils savent qu'ils veulent la formation, ils sont prêts. Ça dépend pas mal aussi des organismes de financement. Par exemple, quand on va passer par le CPF, c'est quelque chose qu'on peut débloquer dans les 2 jours, même pas. Quand on va passer par un OPCO ou par enfin, des organismes plus entreprises et compagnie, là c'est beaucoup plus long. Ça peut aller de 3 semaines à peut-être même 2 mois, je pense, pour les plus longs. Voilà. Pôle emploi, c'est Ok. pareil, il faut les retours des conseillers, ça passe en commission, donc il y a toujours une semaine, 2 semaines. Le cycle de vente, il dépend vraiment de comment les gens vont payer. Ceux qui nous font une CB, Ouais. ils peuvent presque rentrer en formation le lundi suivant, quoi. Ok. Ouais, donc du coup, ouais, c'était pour savoir à peu près. Ouais, donc c'est assez rapide. Ça dépend juste au niveau de l'organisme qui va aider la personne. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, en moyenne, il y a à peu près, sur la moyenne pour tous les élèves qu'on a eus, ça doit représenter à peu près 2 call sales et un call admin avant signature. Donc ça, sur une semaine, ça peut très facilement se faire. C'est quoi les plus grosses problématiques sur lesquelles tu es tombé depuis que tu as commencé chez Live Mentor? Et est-ce que tu as trouvé une solution pour la résoudre ou les résoudre? Ouais, bah du coup, il y en a une qui découle un petit peu de ce que je te disais avant sur le volume enfin sur le chiffre d'affaires, pardon, que vont faire les sales par mois en moyenne. C'est la notion de reach, tu sais, le fait justement d'avoir quelqu'un au téléphone et de lui parler, pas seulement il décroche, on lui laisse un message, ou alors il décroche et il nous dit ben je suis dans ma voiture, rappelez-moi dans une heure. C'est vraiment à quel point on arrive à appeler chacun des leads déjà qui tombent dans le bon timing. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, on était à 65% de reach, je crois, par lead. La target est à 80, là on commence à l'atteindre, on est tout juste bon, donc c'est cool. Et du coup, pour ça, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ça nous fait réfléchir sur plein de problématiques. Par exemple, à
quel moment potentiellement on va le plus appeler pour de la chasse. Euh, voilà, globalement. Tu vois, on a fait quelques petits trucs aussi un petit peu à la Doctolib qu'on est en train d'essayer là. Pour les gens qui prennent rendez-vous, où ils savent qu'ils vont être appelés à telle heure, on leur envoie à chaque fois un SMS une heure avant. Genre voilà, c'est Live Mentor, dans une heure tu vas être appelé par ton conseiller. Et du coup avec le SMS, ça c'est vraiment très cool, ouais. Juste pour bien clarifier, le reach, tu veux dire le nom, ça c'est le pourcentage de personnes que vous avez contactées que vous avez réussi à entrer en contact avec. Voilà, en gros, dans tous les gens qui vont laisser leurs informations Ouais. pour être rappelés, combien on va réussir à réellement avoir au téléphone. Donc, globalement, il y a toujours ceux qui décrochent pas, ceux qui vont mettre un faux numéro parce que finalement ils ne veulent pas vraiment être rappelés, ils voulaient juste télécharger un e-book ou et ils ont bien compris la combine. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et les gens aussi qui, en fait, on a des différents canaux d'acquisition. Ces canaux d'acquisition, ils vont pas tous avoir le même taux de reach et les mêmes contraintes. Typiquement, il y en a un, c'est apporteur. Donc là, c'est des apporteurs type mon compte formation qui vont proposer, en fonction de ce que les gens ont mis, différentes formations, dont nous. Et là, ils vont rentrer en lead chez nous. Sauf que du coup, ils vont rentrer en lead chez nous, mais ils vont rentrer aussi en lead chez des concurrents. Si les concurrents les rappellent avant et les close, eh ben, c'est des gens qu'on n'aura jamais au téléphone, ou alors qu'ils vont juste nous dire, bah non, désolé, mais je suis plus intéressé. Et là, c'est pas vraiment du reach, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Non, ouais, c'est pas mal, hein, de passer de 65 à 80%, 80%, c'est énorme. Moi, je te Mais dis du ça coup, parce ça nous permet que d'avoir une acquisition qui est un peu plus faible aussi, enfin de se permettre d'avoir une acquisition qui est plus faible et donc des coûts marketing qui sont plus faibles. Donc un retour sur investissement d'un point de vue marketing qui est aussi plus intéressant. ouais, j'imagine. Parce que nous, là, les clients, généralement, les prospects avec qui je discute sur Chili Piper, généralement, ils sont sans avoir un process bien poussé au niveau de cette partie-là, ils sont entre 30 et 40% de reach. C'est en taux de conversion. Donc c'est pas mal, hein, ce que vous Ouais, avez fait. après on a la chance aussi d'avoir un système qui fonctionne que que de l'intentionnel. Donc tous les gens savent qu'ils vont être appelés et ils viennent pour acheter une formation. Ils viennent pas pour parce qu'on leur a promis un coaching gratuit ou et après on va essayer de leur vendre la formation. Donc souvent vu que c'est des gens qui veulent la formation, qui l'ont demandé eux-mêmes, globalement il y a peu de chances qu'ils répondent pas. Tu vois, enfin, ce serait dommage que ces gens-là ne répondent pas. Ouais. Bah, du coup, la question suivante, ça va être plus sur les outils. Donc, tu as déjà commencé à en parler tout à l'heure. Donc, on a parlé d'Aircall, donc pour les appels. Là, tu disais que vous envoyez aussi un SMS une heure avant l'appel avec vos commerciaux. Ça, j'avais cru comprendre que c'était avec Zachary, vous faites ça? Ouais, exactement, ouais, qui s'intègre à Aircall et à HubSpot. Et via un workflow HubSpot, on peut envoyer le SMS avant. Alors, c'est pas extraordinaire aujourd'hui, mais en fait, HubSpot n'est pas capable de comprendre je veux envoyer un SMS une heure avant. Aujourd'hui, il comprend simplement la personne a rendez-vous dans un jour, je vais attendre 23 heures et lui envoyer un SMS. Voilà, c'est les petites particularités HubSpot où on manque un petit peu bon, on n'a pas forcément la main sur tout et c'est un peu dommage, mais voilà. Et du coup, ouais, donc Zachary pour les SMS, Aircall pour les appels et HubSpot en tant que CRM. Vous utilisez quoi d'autre dans l'équipe? On a Front aussi pour les Ouais. messageries partagées, du coup, entre les admins des ventes, les équipes financement et les SSM. On a quelques sales qui sont dessus aussi. Euh, Après, on utilise énormément HubSpot sur plein de points. C'est vrai que les live chats sont sur HubSpot, les CSM ont leur inbox sur HubSpot aussi. Euh, Toute la partie market est sur HubSpot, toute la partie sales est sur HubSpot, toute la partie expérience client est sur HubSpot. Alors, Parce que si on a la knowledge base qui est sur Zendesk, mais globalement, c'est qu'on essaye de se centraliser un maximum sur HubSpot. Et là, moi, je trouve que c'est un truc qui est ultra intéressant. Ça permet à toutes les équipes d'avoir accès à tout le parcours client et du coup à toutes les informations sur ce client. Et c'est ouf. ouais, c'est vrai que sur HubSpot, c'est pas mal pour ça, pour quand tu as toutes tes équipes dessus, parce que au moins tu as toute l'information directement sur HubSpot. Exactement, ouais. Et bah, en parlant de CRM, justement, est-ce que tu gères tout en interne avec ton équipe, ou est-ce que vous avez une boîte aussi qui vous aide au niveau de la gestion de la maintenance du CRM? Non, non, on fait tout nous-mêmes là. Et après, c'est toujours CRM. Est-ce que c'est ta responsabilité ou la responsabilité enfin, de tes directeurs commerciaux, de ton directeur commercial,
que tes équipes mettent les informations dans le CRM? Je pense que c'est une responsabilité collective. Donc, globalement, les sales le font bien. Ouais, ils remplissent très bien le CRM et là c'est intéressant. Pour les petites choses qu'ils ont tendance à oublier fréquemment, là on va mettre des barrières, on va mettre des pop-up pour passer des propriétés en obligatoire par exemple, pour passer d'un stage à un autre dans la pipeline. Donc on le fait que si vraiment il y a trop d'erreurs ou trop de manquements, mais globalement ils ont toujours un pop-up avec ce qu'ils doivent remplir dès qu'ils veulent faire avancer la personne. Certaines sont obligatoires, certaines ne le sont pas, et voilà. Ouais, 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 c'est ce qui est le plus logique pour faire ça. Et juste pour revenir sur la question d'avant, j'ai voulu te demander. Donc, pourquoi vous gérez tout en interne? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez pas, enfin, pour les nécessités que tu as, pour la maintenance de votre CRM, vous pouvez tout gérer tout ça en interne. Ouais, ça je pense que c'est un des gros avantages de HubSpot, contrairement à Salesforce, où Salesforce va demander quand même pas mal de dev, pas mal de connaissances Salesforce. De toute façon, toutes les boîtes aujourd'hui qui ont Salesforce quasiment ont un administrateur Salesforce qui est spécialisé là-dedans. HubSpot a cette facilité de prise en main, même si tout n'est pas facile. De toute façon, vu qu'il est assez peu personnalisable, t'as pas besoin d'avoir une team qui va te le personnaliser. Il est comme ça, en brut, et tu te débrouilles avec, quoi. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, parce que pour Salesforce, dans les 3 dernières boîtes dans lesquelles je bossais, généralement, on a toujours soit une personne en interne qui bosse avec nous, qui est le dev pour Salesforce, ou soit on a un consultant qui travaille justement par projet. Et généralement, c'est ce qui se passe. Bah, tu vois, moi, je compare un petit peu aujourd'hui Salesforce et HubSpot à Linux et Mac, où Linux te permet de faire énormément de choses, mais à condition d'avoir des compétences en dev, d'avoir toutes ces compétences-là. Mais là, par contre, tu as un outil qui est totalement modulable et tu t'en fais ce que tu veux et c'est très bien. Mais ça demande ces compétences-là. Un HubSpot va être plus comme un Mac où tu l'allumes, la prise en main est facile et tout va bien, tout roule, quoi. Il y a des choses que tu peux pas faire, mais mais c'est pas grave, c'est comme ça et tu le sais, tu vois. Et une question, bah, justement par rapport à ça, du coup, toi, par exemple, pour Live Mentor, est-ce que tu vois utiliser Salesforce à un moment? Parce que je pose cette question parce que je parle beaucoup avec des boîtes justement soit qui étaient sur Salesforce qui passent sur HubSpot, ou soit qui étaient sur HubSpot qui passent sur Salesforce. Toi, tu vois comme une option pour Live Mentor, ou tu dois rester sur Non, HubSpot? moi j'y avais réfléchi un petit peu au début quand je suis arrivé, parce que Salesforce, c'est cool, c'est machin. En fait, HubSpot aujourd'hui, on n'a pas forcément vu les limites. Alors, il y a quelques trucs qui sont un petit peu pénibles, où on se dit, bon, si seulement ils pouvaient nous mettre ça en release, ce serait quand même cool. Mais globalement, ça marche très bien aujourd'hui, ça nous suffit largement, et je pense pas qu'on ait vocation à passer sur Salesforce, en tout cas pas avant très longtemps. Non, non, pour l'instant, ça suffit largement. Après, la question suivante, ça va être, est-ce que tu peux nous dire le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place pour ton équipe jusqu'à maintenant? Ça, c'est une bonne question. Si tu veux, j'avais sur le podcast que tu as fait avec Iconoclast sur l'appel, tu parlais du workflow que tu as mis sur HubSpot par rapport à l'automatisation d'envoi d'email en fonction du scénario d'un appel avec un prospect. Si par exemple tu avais envoyé un message vocal, ça envoyait un message. Je sais pas, ça c'est ce que j'avais Ouais, entendu, mais après je ouais, sais ouais, pas bah si ça peut être c'est autre ce chose. que j'étais en train de mettre en place. Ça, c'est fait aujourd'hui, mais en fait, c'est très cool, mais ça fait pas forcément gagner énormément de temps non plus. C'est juste ça t'apporte beaucoup de facilité d'utilisation, mais au niveau productivité, ça te fait pas gagner 8 heures par semaine. C'est sûr que non. Si, j'ai la réponse. C'est au niveau des systèmes de relance. J'ai pas mal bossé avec les équipes administration et financement justement où on a besoin quand même de pas mal de papiers au niveau réglementation, des choses comme ça. Tous les gens qui répondaient pas avant étaient relancés manuellement. Il y avait un espèce de suivi, genre lui nous a bien rendu tel papier, lui c'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon. Là maintenant, chaque papier qui est rendu va incrémenter une propriété. Si cette propriété n'est pas incrémentée, les gens passent dans un flow de relance, un peu comme les séquences mail, mais via un workflow. Excuse-moi, qui du coup, l'avantage de le faire dans le workflow et pas dans les séquences, c'est que tu as aussi les gens qui vont être tu sais, bounce, ouais, ou qui sont des inscrits des mails, des choses comme ça, où là on va avoir une alerte dans le Slack, attention, celui-là il devait être relancé mais il peut pas être relancé. Et tu peux faire des flows bien plus complexes que sur les séquences de spot. Donc ça au niveau des relances, tout est automatisé, c'est quand même pas mal. Voilà. Et ils faisaient justement combien de relances par jour à peu près
Parce que j'imagine que tu disais, ouais, vraiment au niveau de la productivité, ça vous a beaucoup aidé. T'avais calculé combien d'heures ça vous a aidé? Non, honnêtement, comme ça, j'aurais pas les chiffres, je dirais une bêtise si je le fais. Je me rends pas compte du mail de relance qui partent chaque jour aujourd'hui, mais c'est plusieurs dizaines sans aucun doute. Et après, la question, c'est juste, si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait? Ce serait clairement on en avait parlé un petit peu, au niveau des intégrations entre les outils. Si tout pouvait s'interconnecter ultra facilement et qu'on se dise, OK, HubSpot front, et ben, j'appuie sur un bouton et il comprend que le nom du client, bah, c'est le nom du client, que son mail, c'est son mail. Alors, HubSpot et front, c'est déjà fait, mais il y a plein d'outils qui aujourd'hui pourraient s'intégrer, qui ne s'intègrent pas. Et du coup, si tu avais des espèces d'API ouvertes où tout pouvait s'interconnecter ultra facilement, ce serait juste grandiose. Bon, il y a pas mal de trucs que je mets pas en place parce que du coup, ça demande du travail de dev derrière, du travail d'API, et qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup de temps de dev alloué. Ils sont à fond sur le produit et ils ont leur roadmap. C'est compliqué de leur dire, bah voilà, j'ai un nouvel outil, il faut que tu viennes 2 semaines. Donc, ce serait vraiment ça, l'intégration automatique à tout ça, ce serait cool. Et de même, tu vois, avec les sites des organismes de financement, par exemple. Typiquement sur la caisse des dépôts pour le CPF, si on pouvait se connecter automatiquement et récupérer les informations, faire tout ça, automatiser les relances, enfin ce serait dans la CDC du coup, ce serait extraordinaire, mais ça c'est aujourd'hui pas jouable, à moins de passer beaucoup de temps à développer un truc, mais après ton retour sur investissement il est moindre quoi. Parce que c'est des trucs qui mettraient beaucoup de temps à mettre en place. Ben, ça demande du temps de dev, ça demande une réflexion parce qu'il faut aussi paramétrer tes outils, paramétrer tout ça. Et en plus, t'es pas, le souci aujourd'hui, c'est que t'as pas forcément la main sur ce qu'ont faire les autres. Tu vois, si la personne avec qui tu t'es intégré, t'as créé ton intégration via leur API, mais ils changent leur API, eh ben, faut tout recommencer. Alors que là, bon, si Ouais, tout donc du pouvait coup, se faire automatiquement, ce serait, voilà, le, tu vas le te mec qui a envie focus de sur lancer les une choses que boîte, tu peux connecter, quoi. bah tu vas utiliser ça en priorité forcément. Ouais. Quand les intégrations sont déjà faites et toutes prêtes, c'est vrai que là en 3 clics, t'es intégré et t'es en mode bon bah c'est tout cool. Mais ouais. Le Ok, jour où quelqu'un ouais, monte une boîte pour faire ça, je signe sur le projet tout de suite. j'imagine. Là, on va arriver justement sur les questions de la fin. Donc, je termine avec 3 questions. Donc, la première, c'est si les auditeurs et les personnes qui regardent justement la vidéo devaient retenir 3 choses sur ce qu'on vient de discuter, quelles seraient ces 3 choses? Si vous réfléchissez à prendre quelqu'un en ops, le prenez pas trop tard, déjà, parce que je pense que c'est une réflexion que se font les entreprises une fois que c'est vraiment un besoin. Mais du coup, ça a été structuré par différentes personnes sans forcément mettre tous les process à jour, au clair. Et je pense que du coup, avoir un ops assez early, dès que tu commences à avoir 5-6 commerciaux, c'est ultra intéressant. Parce que du coup, tu vas pouvoir structurer tout, tout ton pôle commercial. Alors, je vais pas dire de la bonne manière, mais avec en tout cas une perspective d'amélioration continue. Et ouais, je pense qu'il faut pas trop tarder à recruter les ops. Euh, Deuxième chose, je sais pas, que HubSpot est malgré tout un très bon outil, que Salesforce, même si c'est la Rolls-Royce, c'est aussi un outil qui reste très contraignant en dev et tout ça. Et la dernière chose, je sais pas. Est-ce que tu la vois, la troisième chose? Bah, peut-être ce que tu avais dit justement, bah, la chose la plus productive que tu avais mise en place. Parce que comme tu disais, peut-être par exemple le workflow que tu as mis en place par rapport aux appels, c'est bien, mais c'était pas le truc le plus productif que tu as mis en place. Non, ça c'est vraiment des choses qui effectivement Ouais. vont aider les sales dans leur quotidien. C'est pas forcément quelque chose qui va leur changer la vie Ouais. drastiquement et leur libérer 20 heures par semaine, clairement pas. Alors que des relances automatiques, ouais, bien sûr, ouais. Donc du coup, ce serait la troisième. Et comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais? C'est toujours la question compliquée. Globalement, je leur dis que je fais de l'optimisation et de la stratégie commerciale avec différentes automatisations digitales. Voilà. Donc ça parle pas à tout le monde. Il y a Et beaucoup de qu'est-ce gens qui qu'ils me te disent disent en quand fait tu dis tu ça? fais du vent. Ouais, tu sers pas à grand chose quoi, tu vends rien.
J'ai eu ce genre de retour déjà. Ouais, après, je fais en sorte que les autres vendent mieux, mais bon, c'est des métiers assez nouveaux, c'est des métiers de l'ombre. Même, tu vois, même au sein de la boîte, il y a des gens qui comprennent pas forcément tout ce qu'on fait et pourquoi on est là non plus. Euh, donc ouais, dès que c'est un métier un peu de l'ombre comme ça, les gens comprennent pas forcément ce que tu fais au Ouais. quotidien, quoi. Ah, c'est ça, et je pense que c'est un peu aussi le but aussi de ce podcast, justement, c'est pour montrer un peu aux gens, bah oui, c'est un métier de l'ombre, mais l'impact que ça a au niveau de, comment dire, bah, des résultats sur le chiffre d'affaires sur la boîte, bah, ça a quand même un retour énorme. C'est pas juste, ouais, tu vends pas ou quoi, non, c'est vraiment, bah, toi, tu es là pour comprendre bah, qu'est-ce que tu peux faire pour aider tes commerciaux pour qu'à la fin du mois, il y ait plus de chiffre d'affaires. Ouais, bien sûr, et même d'un point de vue recette propre de l'entreprise, il y a plein de boîtes qui aujourd'hui se posent la question, j'ai 20 commerciaux, on fait 1 million de chiffre d'affaires, on veut monter à 2 millions, comment on va faire? Il y a plein de gens qui vont dire, bah, t'as 20 commerciaux, prends-en 20 de plus. Alors, oui, tu vas forcément en prendre plus parce que tu vas doubler, tu vas en prendre plus. Mais tu vois, peut-être qu'avec juste 30 personnes et 3 ops, du coup à 33 personnes, tu vas pouvoir réussir à faire ces 2 millions parce que du coup, tu vas avoir des process d'automatisation qui vont être mis en place, des nouvelles stratégies commerciales qui vont être mises en place. Et c'est aussi un bon moyen pour aller gagner un peu plus d'argent en fin de mois. Exactement. Et on arrive sur la dernière question, justement, du coup, de l'interview. Donc, si tu devais recommander un autre CESOps ou RevOps pour ce podcast, qui serait cette personne? Et ben, je pense que je parlerai de Loïc qui m'a rejoint qui m'a rejoint en décembre. Parce que du coup, on a vraiment une façon de travailler et des compétences qui sont très différentes. Et je trouve ça ultra intéressant aussi ce qu'il fait, même si je comprends pas tout quelque part. Et c'est très cool du coup qu'on puisse mettre nos compétences, enfin qu'on puisse s'accorder sur ces différents trucs. Lui, c'est quelqu'un qui a un passé plus dev et compagnie, qui a fait aussi un petit peu de commercial. Du coup, tu vois, mon plus grand souhait, moi, c'était d'avoir des API ouvertes. Lui, il est en mode, bah, c'est pas grave, on y va. Bah, on peut faire des scripts, on peut aller chercher les API, on va connecter avec Segment et machin, on va faire tous les trucs qui requièrent un petit peu de dev et de code, que moi, aujourd'hui, je suis assez incapable de faire. Ouais, du coup, vous vous complémentez super bien, quoi, au niveau de... Toi, tu es plus vraiment focus sur les process et lui, il va être plus sur la partie dev que Ouais, aujourd'hui, et tu tu as vois, bien fait, il y a quoi. plein de petits trucs où moi, initialement, j'étais en mode, bon, bah, on va trouver un outil pour nous le faire. Et lui, il est en mode, ben non, c'est pas grave, on va faire un script, on va faire un truc et on va le faire nous-mêmes. En mode, bon, ok, très bien, si tu peux le faire, avec grand plaisir. Ok. Bon, bah du coup, bah, c'est noté. J'en parlerai à Loïc, du coup, pour l'avoir et pour discuter. Yes. Et si juste si je peux mettre quelques petites personnes en plus, c'est pas pour faire de la promo, hein, mais Ah ouais, avec grand plaisir. Vas-y. j'ai eu de très très bons retours sur ce qui se passait chez Tiller en Ops, où apparemment ils ont une team qui est vraiment solide. J'avais échangé un petit peu avec Clara qui est chez eux, et j'ai hâte de les rencontrer pour échanger, parce qu'ils ont l'air vraiment au top et bien structurés. Donc, Clara de chez Tiller, c'est ça? Ok, bah, c'est noté. Bah, je parlerai à Loïc et bah, du coup, bah, j'en parlerai aussi à Clara pour voir si ça intéresse. Ça marche, mais toute la team Tiller, elle a vraiment très chaude. Bon, bah, du coup, bah, Clément, merci beaucoup pour aujourd'hui, pour ton temps et avoir accepté l'invitation. Et je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ciao.